Bienvenue sur le podcast à la rencontre des doctorants, podcast qui laisse la parole aux doctorantes et doctorants de l'École nationale des ponts et chaussées. Bonjour, pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de rencontrer non pas un doctorant, mais deux doctorants qui travaillent au laboratoire Navier, Pablo Eyzaguirre et Federico Lara. Bonjour. 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 La raison pour laquelle vous êtes tous les deux au micro aujourd'hui, c'est parce que vous travaillez pour le même projet, le projet CIGEO, en partenariat avec l'ANDRA. L'ANDRA, qui est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Alors pour commencer ce podcast, je vais vous demander de nous parler un peu plus précisément de ce projet. Oui, bien sûr. C'est un projet français pour le stockage des déchets radioactifs. Donc, il était conçu pour stocker ces déchets radioactifs à grande profondeur, dans une couche géologique, bien étudiée pour faire le travail. On parle de quelle profondeur exactement ? On est à 500 mètres de profondeur. Cette roche-là, cette couche a été étudiée depuis plusieurs années. Notamment, on a construit un laboratoire souterrain qui est composé d'un réseau d'excavation qui est là pour tester les capacités, les propriétés de cette roche et étudier différentes techniques des constructions. On va mettre des essais in situ, plusieurs choses sont faites dans ce laboratoire aujourd'hui. Et actuellement, en France, est-ce que c'est la seule façon de stocker les déchets radioactifs, le stockage en profondeur ? En fait, pour répondre à cette question, il faut savoir qu'il y a une classification en termes de durabilité de la radioactivité du déchet et aussi du niveau d'activité, comment ils sont plus ou moins radioactifs. Donc, ANDRA a géré depuis sa constitution tout type de déchets radioactifs, mais ce qui concerne les projets CIGEO sont les déchets de haute activité et moyenne activité, mais longue vie. Ça veut dire que ce sont les déchets qui proviennent de centrales nucléaires. C'est le combustible utilisé dans les réacteurs qui font la plus grosse partie de ces déchets très dangereux si ça reste en surface. Temporairement, ils sont maintenant bien protégés, mais que pour le stockage permanent, on parle de milliers d'années, en fait, de duration de la radioactivité. Et on trouve que la solution la plus raisonnable et la plus efficace, constatée par des comités internationaux. Donc, on est bien sûr que c'est de les stocker dans des couches bien imperméables qui va nous protéger de cette possible radioactivité et pendant toute la durée de vie, voilà, rester avec une surface nettoyée de ce type de déchets. D'accord. Si je comprends bien, le projet CIGEO, donc c'est un projet, c'est quelque chose encore en expérimentation, mais est-ce que ça existe déjà des lieux de stockage de radioactivité en profondeur ? Et donc, le projet CIGEO n'est pas un projet expérimental. Le projet expérimental est le laboratoire souterrain qui est construit dans l'endroit où on envisage de construire le projet permanent. Maintenant, c'est qu'en Finlande, qu'ils ont commencé les travaux de construction d'un projet similaire. Et aussi en Europe, il y a plusieurs autres types d'agences, pareil qu'ANDRA, qui commencent à pousser ces projets constructifs qu'on envisage maintenant en France de commencer les travaux en 2030 ou 2035, si je me rappelle bien, que maintenant on est encore en train de faire des rapports de sécurité et faire les travaux de conception avec l'aide du laboratoire souterrain qui fait un peu les travaux de recherche. Très bien. Et juste pour terminer sur le contexte de ce projet, ça se situe où en France ? La localisation de ces sites est dans la région l'Est de la France, plus spécifiquement entre le département des Meuse et le département des Hautes-Marne. Donc c'est pour ça que souvent on appelle le laboratoire souterrain des Meuse-Hautes-Marne. Et plus proche de ces sites, il y a la ville des Bures. Alors j'en profite justement, Federico, dans ta thèse, toi tu t'intéresses à une roche, l'argillite, qui est une roche à la base très peu perméable et homogène, mais qui lors de l'excavation se fracture, ce qui peut finalement modifier les propriétés de la roche et son comportement. Donc en quoi tes recherches, toi, vont aider à mieux comprendre l'évolution du comportement de cette roche, et notamment à long terme ?
Donc, ces comportements de la roche, ces propriétés sont étudiées depuis plusieurs années. Et dans mon projet de recherche, donc, c'est un des plusieurs projets des équipes qui travaillent sur ces différents sujets. Dans notre cas, on va répondre à deux questions principales. D'abord, comment les mesures qui sont prises au laboratoire souterrain, donc sont mesurées pendant une grande période de temps, peuvent nous aider à raconter le comportement de ces galeries. Donc, par rapport aux différentes techniques testées d'excavation, de soutènement. Et on observe que chacun de ces types constructifs amène à un comportement spécifique. Donc, chaque géométrie des galeries excavées peut amener à un comportement spécifique. Et donc, un premier objectif, c'est bien comprendre qu'est-ce qui se passe sur un ensemble de situations différentes. Et dans un deuxième temps, c'est de créer un modèle numérique qui peut reproduire à la fois ces comportements globaux de la roche, mais qui tient compte aussi la particularité de chaque type constructif, de chaque section, et notamment en se concentrant sur comment ces réseaux de fractures autour, donc on appelle la zone fracturée induite autour de ces excavations, pour affecter et gouverner le comportement, surtout à très long terme. D'accord. Tu parlais de ce laboratoire souterrain. De quel type de données tu as besoin pour nourrir ce modèle? Oui, ce sont des données géotechniques. Donc, on parle notamment de la convergence des tunnels. C'est à la mesure qui prend le déplacement de la fermeture de la section au cours du temps. Et ça, c'est notre donnée la plus nombreuse et plus importante pour comprendre ces comportements. Et là-bas, on a surtout un comportement anisotrope, c'est-à-dire vertical. Le tunnel a un mouvement plus grand que l'horizontal, ça dépend selon l'orientation des galeries. Et d'autres mesures, par exemple des déplacements qui sont installés à l'intérieur du massif qui peuvent mesurer les déformations internes à la roche, mais aussi des capteurs qui prennent des mesures à l'intérieur du béton, du revêtement, sur certains cas. Et ce modèle va permettre de prendre des décisions par la suite sur le type de structure à développer pour stocker ces déchets radioactifs? Voilà, donc c'est un peu ça le but final de ces projets que je développe, c'est de créer une sorte de modèle qui est à la fois simple mais aussi efficace, qui peut aider l'ingénierie à la conception de nouvelles configurations. Donc on se base aujourd'hui sur les configurations existantes qui ont été construites au laboratoire souterrain. Et on se base de la donnée qui est produite sur ces galeries-là. Mais là, la création d'un modèle qui prend en compte un comportement global peut bien sûr aider à la prédiction d'un comportement futur pour les géométries qui vont faire partie du projet final des constructions. On va passer à Pablo maintenant. Toi, ta thèse, elle concerne plutôt la fin en fait, du projet, c'est-à-dire une fois que ces déchets radioactifs sont enfouis, comment on va colmater, comment on va fermer ce tunnel, si je peux dire, pour que les déchets ne remontent pas à la surface. Alors, tes recherches consistaient à des expériences à laboratoire. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, donc voilà, c'est ça que je me focalise dans ma thèse, c'est d'étudier et caractériser les matériaux qui vont composer l'ouvrage de fermeture, que ce sont des bouchons, qu'on appelle système de scellement, et qu'on aura plusieurs par toutes les galeries du projet CIGEO. Donc, on parle dans la conception du projet réel qu'on envisage à construire dans le futur. Donc, c'est un peu moins appliqué que le projet de Fred, parce qu'on continue un peu dans la recherche des différents outils qu'on peut utiliser pour faire une fermeture effective du site de stockage, qui consiste en plusieurs bouchons ou scellements par toutes les galeries, et pour isoler certains quartiers, par exemple les quartiers de déchets de haute activité avec autre type de quartiers dans les sites, avec autre type de déchets, et en plus que bien fermer et bien isoler les galeries qui nous permettent de ramener les déchets, bien sûr, qui sont normalement des galeries verticales qui connectent avec la surface. Donc, il y a plusieurs types de systèmes de scellement, soit pour les galeries verticales, soit pour les galeries horizontales. Moi, je me focalise sur les scellements des galeries horizontales pour isoler les différents quartiers. Donc, ce sont des systèmes de scellement qui doivent, premièrement, isoler hydrauliquement les galeries. On fait ça grâce à un matériau fait
à base d'argile gonflante. En fait, c'est une argile qui est assez imperméable. Il a une capacité gonflante très, très, très importante. Donc, ça va nous permettre de bien fermer les galeries. En contact avec l'eau, comment ça fonctionne? Exactement, par l'eau, la vapeur d'eau ambiante qui vient normalement de la propre roche. On va avoir une hydratation de la bentonite, elle va gonfler, elle va bien fermer le système. Et parce que c'est imperméable, elle va créer un bouchon hydraulique. Grâce à ce gonflement, elle va pouvoir fermer possibles fractures ou possibles fuites qu'on pourrait avoir. Et la nouveauté du projet, si on voit, c'est que Andra a conçu un matériau pour ce système de séchement qui est fait à base de bentonite, mais avec une grande proportion aussi de sable. Donc, c'est un matériau qui, en fait, permet de garder l'imperméabilité à l'eau, mais aussi qui va faciliter le passage du gaz, parce que récemment, on a focalisé une partie de notre recherche en comment les gaz qui va être produit dans le site de stockage va pouvoir migrer, parce que si on réfléchit en quartier avec plein de déchets radioactifs dans lesquels on a une production de gaz qui va pouvoir faire monter la pression de gaz, ça peut arriver que la pression de gaz monte fasse un peu sauter le bouchon comme un bouchon de champagne, en fait. Exactement. Donc, pour éviter que la pression soit si élevée, la bentonite, mélangée avec le sable, va pouvoir permettre la transmission du gaz à travers le bouchon. Quel type de gaz? C'est l'hydrogène. De l'hydrogène, d'accord. Oui, c'est l'hydrogène. Donc un gaz qui est sans danger pour le coup. Exactement. Et après, le gaz va pouvoir migrer par toutes les autres galeries et par diffusion, elle va terminer par disparaître. Toi, en laboratoire, tu vas justement étudier ces échanges de gaz dans la... Exactement. On a fait une étude de transmission de gaz dans les laboratoires à échelle réduite, bien sûr. Et on a mélangé aussi avec des injections de gaz qu'on a suivies avec des observations faites au microtomo. Microtomographe, juste pour spécifier, à rayon X, c'est un peu comme un IRM ou un humain, en fait. C'est ça qu'on peut trouver à l'hôpital, c'est-à-dire qu'on peut voir à l'intérieur de la matière. Tout à fait. Et parce que, en fait, ça nous a permis de voir, observer les chemins du gaz, parce qu'on a vu que les gaz profitent les régions entre les grains de sable qui contiennent moins de bentonite, qu'en fait, c'est la bentonite qui ferme tous les possibles chemins. Et donc, grâce à cette faible contenu en argile, les gaz arrivent à passer par les grains de sable. Donc, la conclusion, c'est que ce matériau de bentonite et sable a très, très bien fonctionné et qui a permis de vérifier tous les paramètres de sécurité qu'on envisage pour le projet. Toi, Pablo, du coup, tu étais plus d'expérimentation à laboratoire. Toi, Federico, plutôt, j'imagine, sur ton ordinateur. Est-ce que vous avez eu l'occasion quand même d'aller sur le site, de visiter les lieux? Oui, je suis allé, ça fait un an et demi. On a fait une visite qui semble vraiment à la visite que tout le monde peut faire, parce qu'il faut juste s'inscrire sur le site, je pense. C'est ouvert au public. C'est ouvert au public, tout à fait. Et c'est impressionnant, ce sont des installations peut-être les plus grandes au monde pour faire la recherche dans une couche d'argilite. Et bon, je vais laisser la parole à Fred parce qu'il a resté plus de temps dans les réseaux. Oui, tu as eu l'occasion aussi d'aller sur le terrain. Oui, j'ai eu l'occasion. En fait, aller visiter ces galeries souterraines, c'était pour moi le contact avec la partie expérimentale dans un projet de thèse, parce que là, la plupart du temps, je passe devant l'ordinateur. Et donc, j'ai visité plusieurs fois pour une visite un peu plus technique sur le terrain avec les professionnels qui travaillent tous les temps. C'est un chantier en pleine construction. Donc, il y a à la fois des excavations et des constructions qui sont menées dans différents fronts, et aussi des essais in situ qui sont là tous les temps. Donc, c'est vraiment un lieu très dynamique et impressionnant. De la base, je suis ingénieur géotechnique. Visiter un espace comme ça, c'est vraiment très intéressant et c'était une très bonne occasion.
Concrètement, une fois qu'on est sur le site, on peut descendre dans ces tunnels. Enfin, ça se passe comment en fait C'est une logistique très complexe. Donc, imaginez-vous, c'est un réseau d'excavation qui a plus de 2 km des galeries excavées dans différentes directions. Ça fonctionne tout un réseau à ce niveau des 500 mètres de profondeur. Et pour y arriver, il faut descendre dans un ascenseur. Donc, c'est un ascenseur qui fait vraiment une descente et tu les sens dans tes oreilles, la différence de pression. Donc, il y a tout un schéma de préparation, des protections, des sécurités. Donc, tout est conçu pour être un espace sûr et où la circulation en bas est très complexe aussi. On arrive à bien à s'amuser pendant la descente. C'est intéressant. C'est combien de temps la descente? Ça doit être rapide quand même. Ça fait quelques minutes, 5 minutes environ. Faut pas être claustrophobe. Ouais. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est un peu une histoire intéressante pour moi, parce que j'avais peur d'être claustrophobe et de me sentir un peu coincé dedans. Mais puisqu'il y a une ventilation, il y a la lumière qui fonctionne comme si tu étais dans une installation en surface. Donc, finalement, je ne me suis pas senti du tout comme si j'étais en souterrain à 500 mètres de profondeur. C'est impressionnant. Et finalement... tu ne te sens pas très claustrophobe, ça va. Tu disais tout à l'heure que tu avais une formation d'ingénieur géotechnique. Est-ce que justement, vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, comment vous êtes arrivés à faire une thèse au laboratoire Navier, tous les deux? D'accord. Je pense que moi et Pablo, on a des parcours assez similaires. Dès mon cas, j'ai commencé mes études au Brésil et ensuite en France, j'ai fait mon cursus ingénierie et aussi un master M2 en géotechnique. Donc, c'était à l'école des Ponts et c'est là où j'ai découvert tout ce monde de la recherche avec les différents chercheurs, les professeurs qui travaillent notamment au laboratoire Navier. Et avant de commencer le doctorat, j'ai passé quand même une période de travail de 2 ans dans les domaines d'ingénierie. Donc, j'ai travaillé dans un bureau d'études au Brésil qui s'est concentré sur les domaines miniers. Donc, il y avait des structures, des mines, des barrages, d'autres comme ça. Donc, un peu différent du domaine actuel où je travaille des tunnels, mais ça reste quand même très intéressant, très connecté. Et finalement, je sens que je suis plus focalisé sur la modélisation numérique et c'est là où je me sens plus à l'aise et plus intéressé. Et toi, Pablo? Oui, moi j'ai fait toutes mes études à l'université de Cantabria, en Espagne. Et ça fait jusqu'à le master de génie civil M2. Après, pendant le Covid, j'étais en Espagne pour un bureau d'études. Mais vraiment, l'opportunité de venir au laboratoire Navier pour commencer la recherche dans le domaine de la géotechnique, c'était un domaine de la génie civil qui m'avait toujours fait plaisir d'étudier, et vraiment intéressant. Et en plus, le projet, vous voyez que c'est hyper intéressant. Je n'avais jamais pensé que les déchets radioactifs pouvaient être au sous-sol, qu'il y avait ce type de projet maintenant que pour les ingénieurs, c'est un défi, c'est un challenge très, très intéressant. Donc, finalement, on termine par être docteur, ingénieur de géotechnique et je suis très content pour ça. C'est la fin de votre thèse pour tous les deux? Oui, en quelques mois. Hein. Dans quelques mois. En quelques mois, on termine, oui. Et donc, du coup, c'est quoi les plans pour la suite? Le plan, j'aimerais bien rester dans la recherche. J'envisage partir à un autre pays d'Europe. Mais c'est vraiment la recherche qui m'a fait vraiment plaisir, travailler chaque jour et me réveiller et dire allez, on va trouver des solutions à ces problèmes, et à certaines questions qu'on se demande souvent. Et c'est vraiment le contact avec la science aussi, grâce aux expériences de laboratoire. Voilà, la résonance magnétique, les microtomos rayoniques, manipuler ce type d'appareil, c'est ça qui me fait plaisir. Et toi, Federico, est-ce que tu as des plans pour la suite? Oui, donc un peu différemment à ce que Pablo nous raconte de son avenir. Je pense que la thèse m'a fait augmenter mon goût pour l'ingénierie. Donc, mon projet, il était assez appliqué. Donc, c'est quelque chose qui connecte bien le monde de l'ingénierie, le monde du chantier où il y a toutes les problématiques actuelles en place
avec la recherche, créer toute cette dynamique d'un projet assez appliqué. Et dans mon cas, j'ai eu l'occasion pendant la thèse de rencontrer différentes équipes de recherche et d'ingénierie. Lors des conférences, c'était l'occasion de présenter mon travail sur différents séminaires aussi. Et j'ai aperçu que c'est là où je sens que je peux bien contribuer. Et la thèse a été super intéressante pour me rendre contact avec tous ces différents contextes. Et dans l'ingénierie, j'aimerais apporter toutes ces connaissances de la recherche vers une ingénierie où on pourrait appliquer et étudier des choses complexes en ayant en tête toutes ces connaissances-là. Merci beaucoup à tous les deux. On arrive à la fin de ce podcast. On vous souhaite aussi bonne chance pour les derniers mois du coup. Bon, merci beaucoup pour l'occasion. C'était très intéressant de parler ici un peu de nos projets. Merci Adèle. À la prochaine. Et quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast à la rencontre des doctorants, à retrouver sur la revue numérique de l'École nationale des ponts et chaussées, ingenius.écoleetdesponts.fr.